C'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho. Alors François Hollande s'en prend à la CGT, à l'opposition, met en garde contre la disparition du modèle social français et il prône l'apaisement social en France. Bon, et après ça c'était lors de la 4e conférence sociale, 4e grande conférence sociale du quinquennat de François Hollande. Et utile ou pas, comme on le pressentait, eh bien cette conférence, on se disait peut-être que ça ne servira à rien. On va faire un point justement complet, utile, inutile cette conférence avec Isabelle Golens qui a suivi justement au Palais d'Iéna tout au long de cette journée les débats pour BFM Business. Jérôme Sainte-Marie qu'on retrouve à la tête de son institut de sondage d'opinion Polling Vox. Et puis celle qui dirige bien les études à l'Institut supérieur du travail, Stéphanie Lecoq-Matedi. Manuel Valls, c'est lui qui a clôturé donc tout à l'heure cette première journée, le Premier ministre. Attention au risque d'immobilisme, disait le chef du gouvernement. Soyons conscients que l'immobilisme ne fait que nous affaiblir collectivement et qu'à terme, il peut condamner notre modèle social. Nous tous savons que c'est justement en le réformant que nous pourrons le préserver et concilier la compétitivité retrouvée de notre économie et les droits nouveaux qu'il faut construire pour les actifs, pour les salariés de demain. Manuel Valls, donc, tout à l'heure, peu après 18h. Isabelle Golens, on a parlé de quoi au Palais d'Iéna? Alors, normalement, on devait parler de transformation numérique, de COP21, de compte personnel d'activité. Super, tout ça. C'est le programme officiel. Ouais. Donc, les tables rondes ont tourné autour de ces sujets-là et les organisations syndicales, enfin les représentants syndicaux qui étaient là, nous ont confirmé qu'autour de la table, on n'a pas parlé par exemple du Code du travail. Donc ça faisait pas partie du programme officiel, mais in fine, à la fin, dans la fameuse feuille de route pour les réformes à venir, Manuel Valls a confirmé qu'il y aurait bien une refonte partielle, en tout cas, du Code du travail. Et dont les orientations seraient connues dans une semaine, le mardi 28 octobre, histoire de rassurer le président de la République, comme Manuel Valls, Jérôme Sainte-Marie, ont répété, comme d'ailleurs ça avait été fait à plusieurs reprises déjà, pas question de toucher à la durée légale du travail, pas question de toucher au SMIC, pas question de toucher au contrat du travail. Ça va mieux en le disant et en le répétant. Oui, le problème de l'exécutif, ce ne sont pas les syndicats. Les syndicats sont très faibles, les syndicats, notamment dans le privé, bien entendu, et leur image est absolument désolante. Quand vous prenez l'étude Cevipof sur la confiance en politique, autant les chefs d'entreprise ont une bonne image, surtout pour les petites entreprises, autant les syndicats sont vraiment presque aussi discrédités que les partis politiques, c'est dire. Mais le problème de la gauche et de l'exécutif, c'est tout simplement les salariés qui sont censés être représentés par les syndicats. Ce sont les salariés qui sont une catégorie qui est particulièrement mécontente, alors même qu'elle a beaucoup voté pour la gauche, qui est particulièrement mécontente à l'égard du gouvernement. Il faut voir qu'aujourd'hui, François Hollande est le moins impopulaire parmi les deux catégories, les retraités et les cadres supérieurs. Autrefois, c'était exactement les catégories de référence d'un président de droite. Aujourd'hui, c'est là où il est relativement préservé. Préservé, oui. Il y a un contexte quand même particulier, Stéphanie Lecoq-Matedi. Ça tombe bien et ça tombe mal. En même temps, le contexte, il est tendu. Donc, on a beaucoup parlé depuis 2 semaines avec Air France, bien entendu. Et puis, ça tombe bien parce qu'on est à 72 heures, donc, et bien de l'accord sur les complémentaires retraites. C'était vendredi, accord signé par le patronat, par la CFDT, la CFTC et la CGC. Et tiens donc, plein de syndicats en même temps. Et François Hollande, s'est dit, très bien, cette conférence sociale va se dérouler sous les meilleurs auspices. Très bien, ça en fait du coup une conférence sociale qui est utile. Contrairement à ce que tout le monde dit, c'est quelque chose qui est utile en ce sens qu'elle est là pour relancer la dynamique du dialogue social, qu'elle est là pour éteindre un petit peu le feu qui a eu lieu lors du conflit Air France. On va taire un petit peu ce fameux conflit entre les chemises des DRH qui ont été arrachés et les 2900 emplois qui doivent être supprimés à Air France. Donc un gros conflit. Alors soit on est dans on se prend une posture contestataire et on se dit de toute façon les salariés ont raison, ils devraient vraiment être davantage dans la rue et on réouvre les jours de grève alors que le nombre de jours de grève a beaucoup diminué, soit on se dit non, les organisations syndicales sont là, elles existent même avec un taux de représentativité très faible et elles sont là pour négocier et le dialogue social il existe et il y a quand même pas mal d'organisations syndicales. Alors effectivement la CGT a boycotté, mais vous avez quand même de nombreuses organisations syndicales.
syndicale qui négocie. Oui, et d'ailleurs le chef de l'État, il a salué cet après-midi les signataires de l'accord sur les retraites complémentaires, donc CFDT, CFTC, CGC, qui ont fait preuve de responsabilité. Une telle conférence quand même, Isabelle Goelens, en juillet 2014, donc la dernière, la troisième conférence sociale, l'exécutif avait dit il n'y aura pas d'autre. Voilà, on va arrêter les grands-messes, on va faire plutôt des rendez-vous thématiques. Pourquoi il y en a une ce matin? Est-ce qu'elle était vraiment utile? Stéphanie, elle nous dit que oui, c'était utile pour ressouder le dialogue social. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une telle conférence sociale, sérieusement? Visiblement oui, mais il y a eu des conférences sociales thématiques. C'était début juin ou fin juin, début juin il me semble, sur l'emploi dans les PME. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc en fait l'idée c'était d'arrêter effectivement ces grands messes, ces grandes conférences sociales pour faire des conférences sociales thématiques. Celle de la rentrée devait être également une conférence sociale thématique qui s'est un petit peu transformée en conférence sociale générale, ce qui a été salué par une partie des syndicats, il faut le dire, hein, vous l'avez dit, la CFDT, les syndicats réformistes étaient plutôt satisfaits de relancer un petit peu la machine. Oui, alors n'empêche qu'il y avait un grand absent, et c'était la surprise la semaine dernière, c'est la CGT, donc qui avait décidé de boycotter l'intégralité donc de la rencontre. Hein. La dernière, eh bien, ils avaient boycotté, je crois, les conclusions. C'est ça, avec Force Ouvrière, oui, Isabelle Goelens. Et d'ailleurs, François Hollande, il s'est attaqué à la CGT, sans les citer, hein, à l'adresse de la CGT. Il est commode de ne jamais s'engager à signer le moindre accord en espérant que d'autres le feront à leur place, le chef de l'État. Si le dialogue social vient à s'enrayer, soit par défaut de participation des acteurs, ils en ont le droit, soit par contestation même de son utilité, ce qui serait faux, alors ce n'est pas le dialogue social qui sera enrayé, c'est le modèle social qui sera défait. Oui, juste, Stéphanie Lecoq-Mathieu, il a raison de s'en prendre à la CGT, même s'il ne l'a pas cité, la CGT qui n'a pas signé qui n'a signé aucune des grandes réformes depuis le début du quinquennat, alors que sur le terrain, ils signent dans les entreprises. Oui, voilà, la CGT, c'est une organisation syndicale qui est quand même à l'origine clairement contestataire. De temps en temps, elle a cet élan contestataire qui revient. Actuellement, elle prépare son congrès de mars 2016, et donc il faut un peu fédérer les adhérents de la CGT. Il y a eu le conflit à Air France, ne l'oublions pas, ce sont les conséquences, et puis elle était sur des thématiques propres. Qu'est-ce qu'on abordait au niveau de la conférence sociale? Est-ce qu'on aborde le droit du travail et la réforme du code du travail? Non. Est-ce qu'on aborde la réforme du dialogue social? Non. Autrement dit, est-ce qu'on aborde une réduction du temps de travail? Non. Je ne viens pas parce que je n'ai aucun intérêt à y être. Et ça, à votre avis, Stéphanie, Jérôme Sainte-Marie, ça va laisser des traces justement dans le paysage syndical avec une centrale syndicale et pas n'importe laquelle, la première qui est montrée du doigt par le président de la République, et puis les autres justement pour lesquels il applaudit en disant vous avez bien fait de négocier, donc je simplifie, il n'a pas dit ça comme ça, mais vous avez bien fait de négocier l'accord sur les retraites complémentaires. La CGT pour l'instant, elle ne doit pas finalement, au vu de son congrès en mars 2016, elle ne doit pas jouer trop le jeu du gouvernement. Il y en a d'autres qui le font effectivement, l'ensemble des organisations syndicales réformistes sont plutôt dans l'idée de réforme. Bien évidemment, chacune des organisations syndicales travaille beaucoup sur les réformes, travaille beaucoup sur l'ensemble des thématiques, notamment les trois, et la CGT était aussi force de proposition sur les trois thématiques et les trois tables rondes, il ne faut pas l'oublier. Simplement, elle n'est pas venue le dire lors d'une conférence sociale, effectivement, elle l'a boycotté comme elle l'avait fait l'année dernière. Jérôme Sainte-Marie, Pauline Vox. Oui, la première chose qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a plus que des syndicats réformistes. Maintenant qu'il n'y a plus réellement de lien politique, enfin de lien organique avec le Parti communiste, et que le Parti communiste est tellement affaibli, la CGT n'est en aucun cas un syndicat révolutionnaire. C'est plutôt un syndicat qui s'intéresse à d'autres catégories de salariés que les syndicats, d'autres que la CFDT par exemple. Et puis surtout, il y a un vrai problème, c'est que vous savez, toutes les réformes se font maintenant en sens inverse de ce qui était le cas autrefois. Et dans ce mot de conférence sociale pour l'emploi, ce qui est important, c'est pour l'emploi. Et c'était très bien expliqué par le président de la République ce matin à la radio. Il y a effectivement, sur RTL, en effet, on va le entendre. Voilà, il y a effectivement la volonté de justifier une flexibilité du travail, c'est-à-dire en fait une forme de libéralisation, parce que tout ça est totalement contraire, si vous voulez, à la tradition de la gauche. Enfin, il faut voir que c'est la gauche qui fait ce que d'autres n'ont pas fait. Et donc, ils le font simplement pas au nom d'un bien supérieur,
qui n'est pas le progrès social, c'est pas le cas, qui est celui de l'emploi. Ouais. Et donc là, c'est quelque chose par rapport auquel les syndicats, y compris la CGT, ont bien du mal à lutter. Et qui se traduit par quoi? Comment? Et par quelle mesure? Isabelle Golens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a le sentiment qu'ils ont du mal à assumer parce qu'ils parlent de réforme du Code du travail, mais sans toucher aux grands principes. Touche à quoi, on modernise le pays sans défaire les droits essentiels des salariés. Alors après, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans ces droits essentiels des salariés. Mais c'est une refonte du Code du travail, mais on ne touche pas au temps de travail, on touche pas au SMIC. Est-ce qu'on a parlé aussi du fameux rapport Combrexel qui donne la place beaucoup à des accords d'entreprise, des accords collectifs? C'est François Hollande qui a dit une phrase intéressante sur cette idée. Voilà, le rapport Combrexel, c'est sur les accords dans les entreprises, que l'idée c'est que les accords dans les entreprises priment sur la loi ou sur les accords de branche. François Hollande a même dit les salariés ne doivent pas tout attendre de la loi. C'est quand même une phrase importante. Et en même temps, il dit juste après, mais il n'y aura pas d'inversion de la hiérarchie. Inversion de la hiérarchie, ça veut dire que les accords d'entreprise priment sur la loi. Alors, qui comprend quoi? Parce que, pardon, Jérôme Sainte-Marie, est-ce qu'on dit pas tout et son contraire en quelques secondes? Je vous en propose en tout cas une version. Pour moi, c'est une véritable révolution culturelle, mais plutôt une contre-révolution culturelle. Si vous voulez, tout le mouvement socialiste, toute la gauche, depuis le 19e, s'est formé sur l'idée que dans le contrat entre un employeur et un salarié, il y avait une égalité de fait. Et que donc, il fallait la compenser à travers notamment des accords collectifs, des accords de branche, voire par la loi. Et y compris, quand j'étais étudiant, on m'expliquait qu'effectivement, quand on passait au niveau de l'entreprise, il y avait une défaveur terrible pour le salarié. Si on rajoute à cela qu'on est aujourd'hui avec peu ou prou 5 à 6 millions de chômeurs complets ou partiels, il va sans dire que le fait de passer, et ça le président de la République l'a encore répété, le fait de passer de l'État, de la branche, à l'entreprise, ça place le salarié pour négocier dans une situation très défavorisée. C'est aussi une façon pour la gauche de réformer, libéraliser, sans le dire, sans l'assumer. En résultat de l'incompréhension, Bernadette Groison de la FSU expliquait tout à l'heure que le dialogue social est à bout de souffle. Et puis Jean-Claude Mailly qui reproche au président de la République sa vision caricaturale du dialogue social, le numéro 1 de Force ouvrière. Nous avons eu un échange, à tout le monde d'ailleurs, y compris sur la démocratie. Et j'ai notamment rappelé au président de la République et au gouvernement que les dangers démocratiques viennent aussi d'une politique économique et sociale. Il suffit de regarder ce qui se passe notamment dans la zone euro. Et là, j'ai un désaccord, je le dis. Lui, il pense que c'est pas le social, il pense que c'est l'identité. Nous avons un désaccord de fond et ça explique peut-être les divergences que nous avons sur l'économique et le social. Ouais, alors justement, que répond François Hollande? Il lance un appel. Voulons-nous une démocratie organisée, apaisée, ou nous en remettre à la confrontation? Et il vante une nouvelle fois, parce que c'est sa marque de fabrique, en tout cas c'est ce qu'il essaie de mettre en avant depuis qu'il a été élu, donc il y a 3 ans, les vertus du dialogue social pour vivre dans une société apaisée. Alors oui, juste, puisqu'on a beaucoup parlé du conflit Air France depuis 2 semaines, oui ou non, le dialogue social est-il en panne aujourd'hui, au moment où on se parle, fin octobre 2015, Stéphanie Lecoq-Matedy? Ça n'est pas Air France qui fait que le dialogue social se retrouve en panne. C'est ce qu'a dit François Hollande ce matin à la radio sur RTL. Depuis 2013, on a quand même des réformes extrêmement sérieuses. On a eu la loi sur la sécurisation de l'emploi, on a eu les ruptures conventionnelles. Donc on a des réformes d'ampleur depuis 2013. On a effectivement des contributions depuis mai et une volonté de réforme, le rapport Combrexel, le rapport Mettling, le rapport qui va être fait de M. Quinqueton sur les branches professionnelles. Pardon, Stéphanie, qui sont suivis des faits, ces rapports, ou ils sont empilés dans une jolie armoire dans un bureau, ils sont en train de, comme un bon vin, de décanter. Ah oui, mais il ne faut pas décanter trop longtemps. Il ne faut pas décanter trop longtemps. C'est sorti en septembre. Les rapports sont sortis en septembre. Quinqueton, on l'attend encore. Il va peut-être sortir demain ou la semaine prochaine. Donc les réformes sont en cours. Ce sont des réformes de grande ampleur et il faut les laisser reposer. On ne pouvait pas, le jour d'une conférence sociale, en une journée, abattre ses cartes sur de tels sujets. Ça, clairement. Et donc, effectivement, il n'y a eu que 3 thèmes qui étaient déjà très très bien sur le rapport Mettling, sur le compte. Donc le rapport Mettling, c'est la transformation numérique. C'est la transformation numérique. Et sur la COP21, où effectivement, c'est une prise en compte de la nouvelle valeur que l'on souhaiterait au travail. Est-ce que c'était franchement ce qu'on attendait quand même, Isabelle Golens? C'est important évidemment l'environnement, et on en a parlé précédemment à propos des velléités de Madame Hidalgo de réduire la circulation à Paris. C'est important évidemment le bien-être en entreprise dans ce contexte de numérique, mais est-ce que c'était ce qu'on attendait aujourd'hui dans un contexte
qu'on pouvait considérer comme explosif. En fait, c'est un petit peu la thématique prétexte pour parler d'autre chose. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de transition énergétique, mais c'est les opportunités que ça va donner en termes d'emploi, de création d'emplois, de nouveaux métiers. Donc, voilà, le numérique, c'est la même chose. Ce sont des grandes thématiques un petit peu consensuelles qui permettent de parler d'autres choses. Et notamment, on a beaucoup parlé de formation. C'est-à-dire, on parle de nouveaux métiers, nouveaux secteurs, nouveaux métiers, de métiers qui vont disparaître, de métiers qui vont apparaître. Et pour ça, il faut former les gens pour qu'ils puissent... 150 000 chômeurs, disait donc François Hollande à échéance 2016. Le dialogue social, on le voit, n'est pas forcément en panne, ce que vous disiez, Stéphanie Lecoq-Matodi, parce qu'en effet, le conflit Air France ne résume pas l'état de la France, disait le chef de l'État ce matin. La conflictualité, les violences, c'est pareil. Faut pas exagérer, faut pas exagérer, faut pas en faire. C'est pas partout, c'est pas dans toutes les entreprises. Et puis il faut faire attention à la place du politique. Il faut laisser aussi faire les partenaires sociaux, les interlocuteurs de l'entreprise, les interlocuteurs des branches et au niveau interpro. Ce sont les organisations patronales et les organisations syndicales. Et c'est quand même à eux même s'il y a une feuille de route qui va être transmise, c'est quand même à eux de gérer les relations de travail. Et il ne faut pas non plus trop d'ingérence du gouvernement et trop de politique finalement dans l'application et dans les réformes du Code du travail et du dialogue social. Jérôme Sainte-Marie, donc François Hollande, il réussit ou il échoue sur l'un de ses combats, en l'occurrence la réforme du dialogue social ? Je crois surtout qu'il réussit à ne pas être trop clair. Et je voudrais attirer l'attention là-dessus. Non, mais je sais qu'il y a toujours, de la part du public, notamment des chefs d'entreprise, il y a toujours une demande de transparence, un discours très clair. Mais il faut bien voir que, notamment à Matignon, j'ai un témoignage direct, il y a une peur très grande que le mécontentement profond de l'opinion, qui fait d'ailleurs qu'on a vu des sondages qui montraient que le geste les violences sur les personnes commises par les salariés d'Air France ont suscité un sentiment de compréhension assez large. Il faut bien voir qu'à Matignon, ils ont peur qu'il y ait une série de mécontentements qui finissent par se coaliser. Alors pour l'instant, la peur du chômage est telle que ça ne se produit pas. Mais en réalité, il y a quand même l'idée que beaucoup de salariés qui sont menacés, qui ne sont pas augmentés, qui sont inquiets, puissent finalement converger dans un grand mouvement social. Et là, ça serait bien pire. Vous savez, donc être trop transparent en période de crise, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et Air France, juste, c'était il y a 2 semaines pile, on y avait consacré plusieurs numéros des décodeurs de l'écho sur BFM Business. Ce que disait ce matin François Hollande, invité de la matinale de RTL, nous pouvons éviter les licenciements. C'est la première fois que le chef de l'État se prononçait contre les départs contraints, le chef de l'État, donc ce matin à la radio. Qu'on peut éviter des licenciements à Air France si les pilotes font les efforts nécessaires, si la direction fait des propositions et si les personnels au sol sont aussi conscients de certaines réalités. Nous pouvons éviter les licenciements. Alors jusqu'à présent, c'est vrai que c'était Manuel Valls qui avait pris la parole principalement. Donc, c'est hier Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France KLM, qui déclarait que près d'1 millier d'emplois seront supprimés en 2016 sur les 2900, principalement par des départs volontaires. Qu'a voulu dire, pourquoi François Hollande intervient-il comme ça 2 semaines après? Stéphanie Lecoq-Matodi, Jérôme Sainte-Marie, puis Isabelle si elle veut bien sûr. Tout bêtement, encore une fois, tout à l'heure je parlais d'ingérence du gouvernement, là c'est un petit peu un exemple. Alors ils sont effectivement actionnaires à 16%, donc ils ont leur mot à dire, mais venir annoncer, alors qu'en plus ils ne sont pas forcément d'accord sur le discours entre Valls et François Hollande, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est quoi la vraie position de la même façon? C'est quoi la position de l'exécutif sur le dossier Air France? La position de l'exécutif, elle est très faible, encore une fois. De toute façon, les interlocuteurs, ce sont les clients et ce sont les fournisseurs. Donc elle est très faible. Donc il peut dire qu'est-ce qui va gagner? Ce sera le dialogue social, encore une fois. Et c'est ça qui permettra d'éviter les licenciements et de plutôt aller vers des suppressions de postes et où on recase les salariés, où on leur retrouve des emplois ailleurs ou dans d'autres filières. Isabelle Golens et Jérôme Sainte-Marie. Isabelle de BFM Business. Mais toute la question aussi, c'est la place. Effectivement, le gouvernement peut faire de l'ingérence. Mais après, quelle est la place concrète qu'il laisse au dialogue social? Parce que là, sur, on va dire, les 2 gros chantiers à venir, le compte personnel d'activité et le code du travail, on parle de concertation, de discussion, mais quelle est la place qui va être laissée aux partenaires sociaux pour s'emparer du sujet? On ne sait pas. La semaine prochaine, c'est la ministre du Travail qui va
remettre des propositions et ensuite on va peut-être en discuter avec les partenaires sociaux. Allez Jérôme, Oui, de Polling Vox. Si François Hollande prend la parole sur Air France, c'est d'abord parce qu'il est interpellé sur cette question. Qu'on le veuille ou non, y compris pour les entreprises qui ne sont pas publiques, eh bien on demande des comptes au pouvoir politique en France. C'est comme ça depuis toujours, soit à la gauche ou la droite. Comme ça, ouais. Il y répond de manière extrêmement ambiguë, puisque notez bien quand même qu'il appelle le personnel au sol, qui est plutôt la base, on se dit plutôt c'est plutôt les bas salaires, c'est pas les pilotes si vous voulez, c'est plutôt là où la gauche se reconnaît. Eh bien le personnel au sol à prendre conscience de certaines réalités, c'est-à-dire en fait à faire des concessions salariales, statutaires, voire d'accepter des départs. Donc on voit bien en quel sens quand même il pèse. Voilà. Puis dernière chose, il doit aussi faire attention parce que non, dernière chose, c'est pas exactement ça, c'est qu'il intervient, si vous voulez, le pouvoir politique à un endroit dont il ne parle pas. Il intervient sur l'organisation de la concurrence sur le ciel français, par exemple, mais ça, il préfère ne pas en parler. Merci à tous les trois, Isabelle Golens de BFM Business, Jérôme Sainte-Marie, Polling Vox, Stéphanie Lecoq-Matodi, directrice des études à l'Institut supérieur du travail. On se retrouvera demain soir, mardi en direct à 19h et puis rediff tout à l'heure à 23h de toute l'émission. Bonne soirée, bonne nuit. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.